Maintenant, on va parler de théorie de l'information. Je trouve que la théorie de l'information, en fait, c'est une autre bonne façon de justifier l'utilisation d'un cadre probabiliste pour attaquer un problème. En fait, on va voir qu'il y a un lien très intime entre les probabilités associées à observer certaines quantités, puis ou d'observer certaines données, et la quantité d'informations contenues dans ces données-là. Okay? Et ça, ce sujet-là est étudié dans le domaine de la théorie de l'information. Donc, ici, c'est ce que je viens de dire. On va voir qu'il y a vraiment un lien intime, puis donc les probabilités sont vraiment utiles pour essayer de quantifier la quantité d'information. Le mot information, on l'utilise souvent de façon plus ou moins formelle, comme étant juste quelque chose qu'on réussit à observer, qui nous apprend quelque chose. Okay? Mais là, dans ce cas-ci, en théorie de l'information, l'idée, c'est de vraiment pousser puis d'avoir une description formelle de ça veut dire quoi de l'information. Okay? Pour voir qu'il y a un lien très clair avec l'informatique, en fait. Donc, par exemple, on pourrait dire que l'information, la quantité d'information dans quelque chose, ben c'est dans le fond le nombre minimum de bits dont j'aurais besoin pour encoder ce message-là, puis peut-être le transférer à quelqu'un d'autre. Okay? Ça semble une définition relativement raisonnable de ça veut dire quoi la quantité d'information dans quelque chose. Puis en fait, ce qu'on va voir, c'est que cette question-là, du nombre de bits dont j'ai besoin pour encoder quelque chose, c'est intimement lié en fait à la probabilité d'observer cette donnée-là ou cette information-là finalement. Donc, en fait, plus un message va être surprenant ou improbable, donc plus qu'on va observer une donnée à laquelle on ne s'attendait pas, on va voir que ce qui est optimal de faire, c'est d'utiliser pas mal plus de bits pour encoder cette information-là si on veut la transmettre. Donc, pour donner un exemple très simple, imaginons qu'on veuille transmettre de l'information. On a un système de surveillance, okay, sur, je ne sais pas, moi, ça peut être la surveillance style sécurité, savoir si il y a une situation illégale qui est en train de se produire ou peu importe. Et puis, on veut transmettre cette information-là, évidemment, à quelqu'un qui, à ce moment-là, va pouvoir agir. Okay. La plupart du temps, en fait, il ne va rien se passer de particulièrement intéressant. Il n'y aura aucun danger dans une situation donnée. Ça va être la plupart du temps l'information qu'on va avoir à transmettre. Donc, plutôt que de transférer un message très long qui dit non, là, il ne se passe rien, c'est correct, ben, on pourrait juste dire, sans entendre que, en fait, transfère-moi un bit. Si le bit est 1, je sais qu'il ne se passe rien, c'est correct, il n'y a rien à faire. Puis maintenant, s'il se passe quelque chose, OK, ben là, puis là, il peut se passer différentes situations de sécurité. Quelqu'un se fait peut-être voler ou peut-être quelqu'un avec une arme à feu ou peu importe. Là, premier bit, ça sera 0, puis après ça, tu me décriras ce qui se passe. Okay? Donc là, j'ai un nombre de bits que j'assigne différemment à différents événements. Mais l'idée, c'est qu'il y a tellement, dans la plupart des situations, rien qui va se passer, que je suis aussi bien mieux de transférer juste un bit dans ces cas-là, puis économiser finalement le nombre de bits que je vais transférer jusqu'à ce qu'arrive l'événement improbable, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe. Prendre ça encore plus tangible, on va considérer un problème relativement simple. Et on va voir en fait un algorithme pour nous donner un code optimal sur le nombre de bits que ça prendrait pour coder ces événements-là, cette information-là. Donc, on va prendre un problème très simple. Imaginons qu'on souhaite transférer un message qui s'écrit dans un alphabet, il y a seulement 4 caractères. A, B, C, D. Puis imaginons qu'en plus, je connais c'est quoi la proportion des caractères qui va être transférée pour chacun des caractères. Donc, la probabilité qu'un caractère qui m'est transféré soit A, mettons que je sais que ça va être 40% des fois, donc 0,4 comme probabilité. Que ce soit B, 0,05. Que ce soit C, 0,2. D, 0,35. Okay. Donc là, ce que je voudrais, c'est assigner un code binaire à chacun de ces symboles-là pour finalement être en mesure de transférer ça sur une forme binaire. L'algorithme du codage de Hoffman va me donner ce codage-là qui est optimal. Okay? On ne peut pas faire un codage qui va être plus efficace dans le nombre de bits en moyenne que je vais avoir à transférer. Je ne ferai pas tout le code, je vais juste décrire en mots c'est quoi la procédure. Donc, ce qu'on fait, premièrement, c'est qu'on construit un arbre. On construit un arbre binaire où les feuilles vont être ces symboles-là. Je vais construire ça itérativement. Je vais commencer par trouver dans mes nœuds, c'est quoi les deux nœuds qui ont la probabilité la plus petite. Okay? Dans ce cas-ci, c'est B et C, 0,05, 0,2. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nœud interne, un parent dont les enfants vont être B et C.
Puis dans le nœud interne, je vais stocker la somme de la probabilité de ces enfants. Donc 0.05, 0.2, si je fais la somme, c'est 0.25. Et là, je continue, jusqu'à ce que j'ai un arbre complet. Donc là, j'oublie ces nœuds-là ici, puis maintenant, je peux sélectionner parmi ce nœud-là ici, celui-là ou celui-là. Dans ce cas-ci, les deux qui ont la probabilité la plus petite, c'est 0.25 puis 0.35. Si je fais la somme, donc je fais un nœud par an, dont les deux enfants sont ce nœud interne-là ici, puis D. Et sa probabilité associée, c'est la somme des deux, donc 0.6. Et puis finalement, il me reste seulement deux nœuds, dont la somme des probabilités va être 1, évidemment, parce que là, je couvre tous les événements. Donc, une bonne façon de débugger un algorithme de collage de Hoffman, c'est s'assurer qu'à la racine, on a bel et bien 1. Et là, pour dériver, ça va être quoi mon code optimal? En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais, à partir de la racine, atteindre chacun de mes symboles, et puis je vais vérifier si je tourne à gauche ou à droite au niveau des nœuds. Puis si je tourne à gauche, je vais associer un bit 0, puis à droite, un bit 1. Ça pourrait être l'inverse, c'est pas important. Mais disons par défaut, on prend à gauche 0, puis à droite 1. Donc ça veut dire que, selon le collage de Hoffman, le code pour A, ben pour me rendre à A, j'ai eu à passer à gauche ici. Donc ça veut dire que le code, ça va être juste le bit 0. Okay? Donc A, c'est le bit 0. Pour coder B, ben pour me rendre à B, je dois aller à droite ici, donc 1. Je dois aller à gauche ici, donc 0. Puis à gauche ici, donc 0. Si je refais la même chose avec C, ben on voit que la seule différence, c'est que je serais allé à droite ici, donc genre 1, 0, 1. Et puis pour D, je vais faire droite-droite, donc 1, 1. Donc ça veut dire que si j'avais transféré donc de façon indépendante chacun des caractères d'un message qui est écrit avec ces 4 lettres-là, étant donné que je m'attends à avoir 40% de A, B pour 0. Donc 5% de B, 20% de C, puis 35% de D, le codage optimal, qui en moyenne va transmettre le moins de bits par caractère, c'est ce code-là ici. Et ça, on appelle ça le codage de Hoffman. Donc, on pourrait le calculer dans ce cas-ci. C'est quoi la taille moyenne du codage que je vais envoyer? Donc, dans 0. Avec une probabilité 0.4, 40% des cas, je vais transmettre un seul bit, le bit 0. Ça, c'était le codage pour A. Dans 5% des cas, je vais avoir un codage de taille 3 bits. 20% des cas, 3 bits aussi. Ça, c'est mon C ici, 1, 2, 3. Puis dans 35% des cas, 2 bits. Donc, si on fait le calcul, ça nous donne en moyenne 1.85 bits par caractère que je transmets. Et ça, on va pouvoir relier ça avec une quantité qui s'appelle l'entropie, qui est associée à un résultat vraiment fondamental. Donc, l'entropie, je vais simplement la définir, l'entropie d'une variable aléatoire x. Donc, dans ce cas-ci, ma variable aléatoire, ça serait l'identité du caractère que j'ai à transmettre. Donc, c'est une variable aléatoire discrète qui a 4 valeurs possibles. Puis ses probabilités, c'est 0.4, 0.05 pour observer B, 0.2 pour C, puis 0.35 pour D. Donc, l'entropie, c'est juste de prendre moins la somme du log en base 2 de la probabilité d'une valeur possible de x fois la probabilité d'observer la valeur de x pour cette variable aléatoire-là. Okay. Si on calcule ça, on obtient cette forme-là ici. Et on voit que c'est un peu plus petit que le nombre de bits moyens associé au codage Hoffman. Le chercheur Claude Shannon a démontré, c'est un des fondateurs de la théorie de l'information, il a démontré que c'est impossible de compresser de l'information plus que cette quantité-là. On n'arrivera jamais en dessous, en fait. Puis le codage de Hoffman, pour ce problème-là, on transfère des caractères individuellement comme ça. On peut démontrer que, en fait, c'est le mieux qu'on puisse faire, en fait. C'est optimal. C'est la raison pour laquelle on peut l'atteindre parfois pour certains problèmes, certaines probabilités, mais parfois les probabilités sont telles qu'on perd un petit peu par rapport à ce qui serait vraiment fondamentalement optimal. C'est-à-dire qu'on peut vraiment, il y a des limites mathématiques à faire mieux que ça. Donc, ça veut dire que finalement, cette notion de probabilité-là, en fait, est intimement liée avec la quantité de bits que j'ai besoin pour transmettre l'information. Okay? Et puis, cette formule-là ici qu'on appelle l'entropie, dans le fond, ça me permet de savoir c'est quoi le mieux que je puisse faire. Et parce que, essentiellement, cette formule-là ici, on peut voir ça comme, finalement, l'espérance de moins log 2p de x. Okay? C'est l'espérance, donc, si je faisais cette espérance-là, j'aurais à faire la somme pondérée par p de x de ce terme-là ici, que j'obtiens ici. Puis le moins, c'est parce que j'ai un moins devant ici.
On peut voir finalement log de moins le log en base 2 de P de X, comme finalement la quantité d'informations pour une valeur de X donnée. Okay? Et donc, souvent, on va utiliser cette valeur-là ici comme la quantité d'informations dans une observation donnée. Okay? Dans la théorie de l'information, moins log en base 2 de la probabilité d'une observation, d'une donnée, ça va être la quantité d'informations dans cette donnée-là. On peut se poser la question, OK, ben c'est quoi le pire des cas si j'ai, disons, un problème un petit peu plus complexe où j'ai X qui peut être un caractère de A jusqu'à H. C'est quoi le plus long cas de moyen, donc le pire des cas finalement en termes de coût de transmission que je pourrais atteindre si je change finalement la distribution sur les données. Okay. Donc c'est quoi la proportion la pire pour chacun des caractères tel que le codage optimal, ben, il va avoir la plus grande plus grand nombre de bits moyens possible. En général, dans le cas discret, ça va être l'uniforme. Ça va être le cas où on assigne la même probabilité. Donc, on voit ici, ça, c'est la probabilité, puis ça, c'est les différents événements. On assigne la même probabilité pour tous les caractères possibles. Okay? Donc, finalement, quand il n'y a pas quelque chose qui est plus probable qu'autre chose, c'est vraiment le pire qu'on peut faire en termes de la quantité d'informations qu'il y a, donc le nombre de bits dont on a besoin pour transmettre des messages. Et aussitôt qu'on s'éloigne de cette distribution uniforme-là, par exemple, j'augmente la probabilité de A, puis la probabilité de B, ça va être la moitié de ça, la probabilité de C, la moitié, de D, la moitié, puis après ça, le reste de la probabilité, pour que ça somme à 1, je la divise également sur les autres symboles. À ce moment-là, on peut faire le calcul, puis on obtient 2 bits. Donc, aussitôt qu'on s'éloigne d'une probabilité, d'une distribution, une loi de probabilité où on assigne la même probabilité sur tous les événements, là, on commence à diminuer l'entropie, c'est-à-dire diminuer la taille du codage optimal pour coder ces informations-là. Pour terminer avec l'entropie, donc finalement, on peut voir l'entropie comme une fonction qui prend en entrée une loi de probabilité sur une variable aléatoire, tout simplement. Okay? Puis en fait, ça reflète l'incertitude représentée par la loi. Donc parfois, on va utiliser l'entropie pour mesurer à quel point il y a de l'incertitude dans une donnée en question. On peut montrer, puis c'est pas très difficile à montrer, que si j'ai une variable aléatoire telle que la probabilité d'une valeur spécifique est égale à 1, puis toutes les autres valeurs qu'il pourrait prendre, c'est 0. Donc par exemple, c'est toujours le caractère A, puis jamais les autres caractères. Mais c'est facile de démontrer que l'entropie est 0, en fait. Okay. Donc dans ce cas-ci, il y a simplement rien à transmettre, puisqu'on sait que chaque observation, ça va être toujours la même chose. Okay. Donc ça, c'est le cas, un autre extrême. Quand il y a de l'incertitude sur qu'est-ce que je vais observer, qu'est-ce qu'il y a à transmettre, là, la taille, donc la quantité d'informations augmente. Puis quand il y en a, puis l'entropie va augmenter aussi. Puis quand il n'y a pratiquement pas d'incertitude, l'entropie va être très basse. Finalement, on peut généraliser l'entropie sur plus qu'une variable aléatoire. Donc, si j'écrivais h de x, y, où x et y sont deux variables aléatoires, ben, je calcule la même chose, mais dans ce cas-ci, c'est les probabilités sur toutes les valeurs possibles de x et de y. Donc, je fais le calcul sur la jointe. On peut faire des entropies conditionnelles, c'est-à-dire, ce que ça va représenter, c'est la quantité d'informations additionnelles que pourrait apporter une nouvelle observation y. Donc, si, mettons, je connais x, c'est quoi la quantité d'informations qui n'est pas contenue dans x puis qui est contenue dans y? Okay. Mais dans ce cas-ci, ce que je fais, c'est la moyenne pondérée par la jointe de l'information, mais contenue dans y sachant x. Donc, je fais le log en base 2 de P de y sachant x à la place. Donc, avant, j'avais x et y ici. Puis le cas conditionnel, c'est P de y sachant x. C'est tout ce qui a changé. Et en fait, on peut démontrer que l'entropie de x et y, ben, c'est la somme de l'entropie de x seulement, plus l'entropie de y sachant x. Donc, on voit que la quantité d'information dans x et y, ben, c'est la quantité d'information dans x, plus la quantité d'information qu'il y a dans y si je connaissais x. Et l'entropie, on peut la généraliser au cas continu. On va appeler ça une entropie différentielle. Comme d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? On remplace la somme par une intégrale. Et souvent, on va utiliser le logarithme naturel plutôt que le logarithme en base 2. D'ailleurs, plutôt que parler de bits à ce moment-là, on va parler de nats. Parfois, je vais peut-être dire bit quand en fait je veux dire nats, mais bon, c'est une autre
en fonction du logarithme. Quand c'est le logarithme naturel, la convention veut qu'on parle de nats plutôt que de bits. Et bon, l'interprétation comme une mesure de l'incertitude dans une distribution, donc à quel point est-ce qu'on met des probabilités sur plusieurs événements possibles RS. Plus l'entropie est élevée, plus je mets beaucoup de probabilités sur plein d'événements possibles. Puis plus la probabilité est vraiment, la fonction de densité est très piquée sur un point spécifique, plus l'entropie va être basse. Mais l'interprétation en termes de la taille d'un code, si on voulait transmettre cette information-là, est plus vraiment applicable dans ce cas-ci. Et pour faire un exemple, si je faisais l'entropie d'une distribution gaussienne, donc si X ça suivait une loi normale de moyenne mu puis de variance sigma carré, on pourrait démontrer que l'entropie a cette forme-là ici. Okay? Mais en fait, ce qu'on remarque, c'est que ça ne dépend pas de la moyenne, ça dépend juste de la variance. Puis essentiellement, plus la variance est grande, plus l'entropie augmente. Donc ça a du sens. Si j'augmente la variance, ça veut dire que la cloche de ma gaussienne va s'élargir. Donc je mets de plus en plus de probabilités. Je m'approche d'une distribution uniforme. En fait, je vais mettre de plus en plus de probabilités sur plein d'événements possibles. Donc l'entropie ou l'incertitude associée à ma distribution va augmenter. Okay, donc c'est cohérent avec ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Puis ici, en fait, donc ça c'est le cas où je cherche la distribution qui a la plus grande entropie si je suppose que mes observations X peuvent varier de moins l'infini à plus l'infini. Puis si je me limite à un intervalle entre A et B, dans ce cas-ci, c'est simplement la loi uniforme. Donc la fonction de densité égale pour toutes les valeurs possibles dans cette uniforme-là, puis 0 ailleurs. C'est la loi de probabilité avec l'entropie maximale si je veux mettre juste de la probabilité sur un uniforme borné comme ça. Un intervalle borné comme ça.